Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphane Pomarès, qui est le cofondateur et le CIO de la société Hello Elton. Hello Elton, c'est une entreprise sociale et solidaire qui a une vraie raison d'être, puisqu'elle agit sur l'employabilité et l'insertion professionnelle grâce à une plateforme digitale d'accompagnement à la recherche d'emploi et à l'amélioration des savoirs comportementaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Gérard. Alors, je suis ravi de t'accueillir, Stéphane. J'ai pour habitude donc de demander à mes invités de se présenter et de présenter leur parcours avant de rentrer dans le cœur de l'épisode. Est-ce que tu peux nous parler du tien ? Oui. Alors du coup, je vais faire une petite digression et tu vas comprendre à la fin pourquoi. En fait, j'ai une passion qui est la paléontologie, c'est-à-dire l'étude des fossiles. Et malheureusement, en fait, il n'y a pas vraiment de débouché dans cette voie-là. Je crois qu'il doit y avoir un chercheur qui doit être embauché tous les 3 à 5 ans. Donc, en fait, du coup, je me suis pas orienté dans cette voie et j'ai choisi, comme beaucoup de jeunes, en fait, une voie un peu par défaut. Et j'avais pas à l'époque les moyens financiers de ma famille d'aller en école de commerce, donc j'ai opté pour la fac de sciences économie et gestion des entreprises, qui est du coup une voie assez généraliste. Et là, en licence, du coup, tu vas comprendre pourquoi j'ai parlé de ma passion. En licence, en fait, en marketing, je suis tombé sur un professeur qui était passionné par Internet. Et donc, on était, il y a quelques années, un peu plus de 20 ans, avant les années 2000, donc avant l'explosion de la bulle Internet, notamment. Et en fait, il a transformé son cours de marketing en cours sur Internet, que je connaissais peu à l'époque. Et en fait, j'ai retrouvé dans Internet, finalement, ce qui m'a passionné dans la paléontologie, c'est-à-dire que tout était encore à découvrir, tout était possible et tout était à créer. Et du coup, c'est grâce à ce professeur que j'ai trouvé ma voie et que j'ai ensuite, du coup, réalisé un M2 à l'IMT Atlantique en gestion de projets multimédia, ce qui m'a permis ensuite de pouvoir travailler en chef de projet, en fait, dans des startups, dans des PME, toujours sur des projets digitaux avec de l'Internet. D'accord, c'est un parcours effectivement complètement atypique, mais comme beaucoup maintenant. Et bravo pour avoir trouvé ta voie. Est-ce qu'on peut dire qu'Hello Elton est une start-up également ? Oui. C'est un peu un modèle. Alors, moi, j'ai commencé en start-up. Le modèle de la start-up, c'est un modèle d'une entreprise où, en fait, qui a tout un environnement incertain. Et c'est pour ça que, du coup, Hello Elton est une start-up, c'est-à-dire qu'on est sur les soft skills, qui a un marché encore assez jeune en termes de digitalisation et même en termes de besoins, qui est en train de naître et qui grandit de plus en plus parce que le monde évolue vite et du coup, le besoin en soft skills des individus, du coup, est de plus en plus important. On va revenir aux soft skills très rapidement. J'avais une question avant d'aborder le cœur de l'épisode. C'est pourquoi ce nom d'entreprise ? Pourquoi Hello Elton ? C'est une très bonne question. En fait, je suis venu aux soft skills petit à petit et j'ai conscientisé qu'en fait, mon métier de chef de projet était un métier de soft skills où les compétences humaines sont les plus importantes pour que justement les projets réussissent. Et petit à petit, en fait, j'en suis venu à creuser sur justement le développement personnel, les compétences managériales et comment on les acquiert. J'ai fait de nombreuses lectures et je suis tombé notamment sur Elton Mayo. Elton Mayo, qui était un premier chercheur, en fait, un chercheur à Harvard dans les années 30, donc à l'époque de l'OST, où les collaborateurs étaient plutôt considérés comme des bras. Dans des usines, on commençait justement à automatiser. Et finalement, on est passé d'un modèle où les individus, du coup, étaient plus des artisans et savaient un peu tout faire, à la spécialisation des collaborateurs. Et donc ça, ce modèle a été créé pour finalement améliorer la productivité. Sauf que dans les usines, la productivité au début était très fortement améliorée, mais après, elle est descendue aussi très vite. Et Elton Mayo a fait des recherches justement pourquoi il a eu des intuitions. Alors je le raconte très vite fait, mais il a eu une intuition, c'était que les conditions de travail allaient améliorer la productivité, donc en améliorant les conditions de travail. Donc il a fait des expériences dans différents groupes, dans différentes usines, en améliorant justement les conditions de travail, donc avec une luminosité meilleure, des temps de pause plus importants. Et au final, il a aussi interviewé tout le monde et tous les groupes. Il s'est rendu compte qu'en fait, les conditions de travail n'amélioraient pas la productivité, mais ce qui améliorait la productivité, c'est de s'intéresser
Et justement, c'est toute sa démarche où il a interviewé les différents collaborateurs. Donc finalement, il a recréé un petit peu ce rôle du manager en fait. Et c'est ça qui a amélioré finalement la productivité. D'accord, c'est effectivement très intéressant. Je connaissais pas les publications d'Elton Mayo. Effectivement, ces publications sont assez peu connues. Du coup, on a voulu lui faire un Rendre petit clin hommage. d'œil. Voilà, c'est ça, un petit clin d'œil. Donc il y a une vraie raison d'être et il y a un vrai nom derrière qui a énormément de sens. Alors j'ai présenté très brièvement Elo Elton en introduction. Est-ce que Stéphane, tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont les objectifs d'Elo Elton et vos actions? Oui, alors du coup, nos objectifs et notre mission, c'est améliorer l'employabilité des individus de façon assez large et l'insertion professionnelle. Et pour ça, du coup, on agit en formation avec une plateforme. Alors, je rentrerai peut-être plus dans les détails un peu plus tard, mais avec une plateforme digitale pour former et coacher, entre guillemets, c'est-à-dire accompagner les individus dans leurs actions au quotidien en situation de travail pour qu'ils améliorent justement leur comportement, leurs soft skills. Et puis on agit aussi sur les techniques de recherche d'emploi. Donc là, c'est de la même façon, on a toujours une pédagogie en fait de faire des actions dans la vraie vie aux individus. Donc on utilise le digital pour ça, pour être au plus proche d'eux, dans leur poche en fait. Et ensuite, on a toute une pédagogie qui va nous permettre et leur permettre de prendre de la hauteur sur leur comportement et de finalement les améliorer. D'accord. Alors, deux questions avant d'aborder les soft skills. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer une structure comme celle-ci? Alors en fait, plusieurs choses. Tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, mais j'ai commencé ma carrière en start-up en fait. Et je pense que ça met toujours cette expérience, alors même si elle s'est mal finie, puisque cette start-up, du coup, par manque de trésorerie, l'entreprise a été fermée. Mais en fait, j'ai adoré, du coup, cette liberté d'action, en fait, de pouvoir avoir une visibilité totale sur tous les pans de l'entreprise, parce que c'était une toute petite entreprise, bien sûr, et de pouvoir aussi visualiser mon impact direct, l'impact de mon travail sur les résultats de l'entreprise. C'est ça qui est resté, qui m'a donné l'envie ensuite, plus tard, de créer ma propre start-up. Je dirais qu'ensuite, j'ai toujours eu du coup plein d'idées, durant presque 20 ans. Je ne me suis jamais lancé. Je te l'ai dit, j'étais chef de projet dans l'informatique, et c'est cette dernière idée, en fait, qui a fait sens, ce besoin de soft skills, puisque mon métier, en fait, de chef de projet en informatique, de product owner, je le définissais un peu comme un métier de traducteur entre des mondes, en fait, qui ne se comprennent pas. C'est-à-dire les développeurs, d'un côté, et les différents métiers de l'entreprise. C'est vrai. Donc, finalement, ma réussite et la réussite des projets que je menais dépendait en fait de la qualité que j'arrivais à mettre entre nos équipes, entre moi et nos différents interlocuteurs, et donc la communication, créer de la confiance. Et du coup, tout ça, ce sont des soft skills en fait. J'ai évidemment été amené à faire des formations. Ces formations, en fait, me frustraient toujours parce que quand je revenais en situation de travail, sur le coup, j'avais en formation 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça se passait très bien et je prenais conscience de plein de choses. Mais quand je revenais en situation de travail, là, il se passait plus rien en fait. J'étais tout de suite rehappé par l'opérationnel, très vite, et du coup, je mettais rien en pratique. Je me suis rendu compte plus tard, en étudiant le domaine, qu'on a tous des freins internes qui fait que justement, ces soft skills sont extrêmement durs à faire évoluer. Mais c'est ça qui m'a donné envie à la fois de créer une startup, mais surtout de créer cette startup parce qu'elle faisait vraiment sens pour moi. D'accord. Alors vous êtes également une entreprise sociale et solidaire, vous le définissez comme ça sur le site internet. Tu peux nous en dire là aussi un peu plus, en quoi ça consiste concrètement? Oui, alors du coup, on a notre mission, donc je te l'ai dit, c'est l'employabilité et l'insertion professionnelle, donc qui est déjà une belle mission en soi. Et en fait, on voulait pas la perdre de vue, en fait, notre mission. Les startups, je connaissais bien, j'y ai travaillé aussi dans d'autres, et on est toujours à 200 à l'heure. Et on peut vite finalement dériver de notre objectif initial. Donc finalement, devenir une ESS, une entreprise sociale et solidaire, est pour nous un moyen de structurer en fait notre démarche. Donc on s'engage dans une gouvernance, à prendre en compte toutes les parties prenantes, à respecter aussi certaines règles capitalistiques dans le partage des ressources, qui permet à ce type de structure de réinvestir dans sa mission. D'accord.
Alors, on va aborder les soft skills. Pendant des années, on a eu des embauches qui étaient quasiment basées uniquement sur des diplômes. On s'aperçoit que ce qui compte aujourd'hui, c'est moins le diplôme finalement que tout un tas de compétences complémentaires dont tu vas nous parler, qui sont aussi nommées soft skills. Mais est-ce que toi, de ton point de vue, tu peux nous parler des soft skills? Qu'est-ce que c'est pour toi et est-ce que tu peux développer ce que c'est pour nos auditeurs? Une des problématiques des soft skills, c'est qu'il n'y a pas un référentiel de compétences et une liste et des définitions qui sont communes et qui font consensus. Pour nous, les soft skills, en fait, ce sont des compétences transverses et qui sont dites humaines, c'est-à-dire que elles ne peuvent pas être automatisées, en fait. Finalement, ce sont les compétences qui nous différencient des robots ou de l'intelligence artificielle. Ce qui est un gros plus, justement, finalement, et c'est pour ça qu'elles sont un peu dites, entre guillemets, les compétences du futur, parce que c'est ce qui fait qu'on va pas pouvoir être remplacé sur certaines tâches. Donc, ce sont nos savoir-être, évidemment, nos compétences relationnelles, interpersonnelles, mais aussi nos capacités organisationnelles ou notre créativité, justement. D'accord. Alors des soft skills, il y en a beaucoup. Je peux en citer quelques-unes. On a l'autonomie, la capacité d'adaptation, le management, l'esprit d'équipe, l'intelligence émotionnelle, le sens du service, la flexibilité. Il y en a plein, plein, plein. Je crois que vous avez décidé avec Hello Elton de vous intéresser à quelques soft skills. En tous les cas, de n'en développer pour l'instant que quelques-unes. Dans Hello Elton, est-ce que tu peux nous dire lesquelles et pourquoi? Oui, effectivement, il y en a beaucoup. J'ai aussi un petit ajout par rapport à tout à l'heure, en fait. Parce qu'une des problématiques des soft skills, c'est que souvent les gens confondent personnalité et soft skills et compétences. La personnalité, effectivement, varie très peu, alors que les soft skills sont vraiment des compétences qu'on peut développer. C'est vraiment un point capital qui vraiment différencie les deux. Et effectivement, nous, on s'est pas intéressé à toutes les soft skills parce que c'est très très large. Oui. Donc on a fait un focus sur ce qu'on a estimé être le plus important dans notre roadmap pour avancer aussi sur notre catalogue produit, c'est-à-dire déjà la base, la connaissance de soi, et ensuite ce qui va permettre du coup de mieux communiquer. Avec deux choses en fait, on a été sur d'autres domaines aussi que je vais te préciser. En fait, une des grosses problématiques des soft skills et des compétences, c'est l'application. Et en fait, toutes ces compétences-là ne sont pas indépendantes. Des fois, on va se dire la communication, l'empathie. Mais en fait, toutes ces compétences-là, elles sont vraiment liées les unes les autres. Elles ne fonctionnent pas de façon indépendante, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué de les mesurer. Ce qui fait que nous, on s'est dit, on va aussi prendre en compte du coup la positivité, et on a une compétence qui est du coup la positivité, c'est-à-dire notre regard sur le monde et notre capacité du coup à le voir de façon positive. Pourquoi? Ça nous permet de mieux maîtriser nos émotions et du coup derrière d'appliquer nos compétences de façon plus efficace. Voilà. Donc on a un gros axe qui est positivité et finalement on en remet un petit peu dans beaucoup des compétences de notre catalogue. Et puis on a aussi à côté de ça des compétences qui sont plus managériales comme le feedback ou la facilitation ou encore la décision en incertitude. D'accord. Vous parlez également de leadership, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle. Tout ça, ça fait partie des soft skills que vous essayez de développer ou de faire développer avec Hello Elton. Tout à fait. Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a une étude d'Harvard qui dit que 85% de la réussite professionnelle serait due à des compétences humaines et comportementales, bien plus finalement que ce qu'on apprend? Oui, effectivement, je te confirme qu'elle existe bien, cette étude. Elle est très intéressante et une des choses, en fait, très compliquées dans le développement et un peu l'essor des soft skills dans la formation, c'est justement, on a du mal à mesurer, en fait, le lien entre amélioration des soft skills et amélioration de la productivité. Du coup, cette étude, voilà, permet aussi du coup de faire ce lien et les soft skills, effectivement, pourquoi ils sont plus importantes, du coup, les soft skills là, dans le sens inverse des hard skills, qui sont les compétences techniques, et du coup qui représentent que 15% de la réussite professionnelle. Pourquoi finalement elles sont si importantes aujourd'hui, c'est que le monde est devenu de plus en plus complexe. On parle de monde VUCA en français, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et du coup, c'est un monde où on ne peut plus réussir seul. En fait, on a besoin de réussir en équipe
donc de travailler en mode collaboratif. Oui. De deux, le business et les process et les data changent tellement vite que de la même façon, on a besoin de savoir prendre des décisions plus rapidement et de régler nous-mêmes des problèmes. Les entreprises peuvent plus faire un peu comme avant, c'est-à-dire avoir des grands plans stratégiques à 2 ans, 5 ans, 10 ans, et ensuite les redescendre pyramidalement pour les faire exécuter par des exécutants à la base. Aujourd'hui, un plan stratégique à 5 ans, il va être obsolète déjà à 18 mois, quoi. C'est ça. D'ailleurs, on a reçu un directeur d'école, une nouvelle école, c'est dans l'épisode 14, et on avait reçu Franck Janin qui nous expliquait, donc c'est le CIO d'AlgoSup, c'est une école supérieure du numérique, et eux, ils ont décidé de casser complètement les codes de l'apprentissage. Ils parlent également des soft skills, parce qu'ils partent du principe, eux, que 85% des métiers en 2030 n'existent pas encore, et que donc, il faut former les étudiants aux soft skills pour qu'ils soient en partie prêt à tous ces changements avec l'adaptabilité, le travail en équipe, etc. Donc ça rejoint parfaitement ce que tu dis. Il y a déjà des écoles qui sont dans cette dynamique-là. On va s'intéresser un peu plus à Hello Elton. Comment est-ce que vous procédez pédagogiquement pour développer les soft skills des apprenants? Concrètement, en gros, comment Hello Elton fonctionne? Alors, aujourd'hui, on a un modèle pédagogique qui est vraiment basé sur le learning by doing. D'accord. C'est-à-dire, on est parti du principe, avec un petit peu le constat que j'avais fait sur moi, mais aussi que j'ai vu sur beaucoup d'autres personnes. Ce qui est important, c'est pas la connaissance, mais plutôt la pratique. Donc, c'est finalement une transformation humaine, en fait, pour améliorer et changer nos comportements. On a besoin de se transformer. Donc, on va pas changer en 3 jours, ni même devant un smartphone. C'est pas ça qui nous fait changer. Donc, on a une pédagogie, en fait, basée sur le modèle du 70-20-10, qui est un modèle, en fait, qui dit que 70% d'un apprentissage passe par la pratique, 20% par l'échange social et 10% seulement par le savoir, la connaissance. Donc, c'est un modèle qui a été publié dans les années 90 par McCall et Lombardo. Donc, on a un peu calqué notre pédagogie, notre plateforme sur ce modèle. Et en fait, on s'aperçoit que ce modèle et cette pédagogie, finalement, est tout à fait conforme avec tout ce que nous apprennent et un peu tous les jours les neurosciences, parce il y a des nouveautés qui sortent régulièrement, et notamment on a par exemple les 4 piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene, qui sont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation des acquis. La phase qui va justement permettre de transformer un comportement et un changement qui a un besoin cognitif, c'est-à-dire qui nécessite du coup une réflexion qui me dit voilà, aujourd'hui je veux boire plus d'eau, donc je vais faire attention et toutes les heures je vais aller boire un verre d'eau, à une phase qui va automatiser en fait et qui va devenir inconsciente et qui va faire que je vais aller chercher mon verre d'eau sans même y penser. C'est un peu comme quand vous conduisez, par exemple, vous apprenez à conduire et vous passez votre permis de conduire. Au début, tout est complexe et ça vous demande énormément d'attention que d'apprendre à conduire une voiture. Et puis au bout de quelques jours, quelques mois, quelques années, finalement, vous ne vous posez plus de questions de est-ce qu'il faut que je regarde mon rétro, comment je passe ma vitesse. Non, c'est totalement inconscient. C'est exactement la même chose pour les comportements humains. D'accord. Alors, Hello Elton, quel support de formation vous utilisez? C'est du présentiel, c'est du digital, c'est des modules de formation? Ça se passe comment? Si on se met dans la peau d'un apprenant, qu'est-ce qu'il va recevoir et comment il va utiliser Hello Elton? Alors du coup, effectivement, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle nous un coaching 100% digital, et l'apprenant du coup va être engagé de façon ludique sur une application ou sur un site web. On a différents devices sur notre plateforme, et il va du coup commencer par un auto-positionnement. Alors pour chaque parcours, après il peut travailler sur plusieurs compétences en même temps, mais il va commencer par un auto-positionnement sur la compétence qu'il aura choisie ou qu'on aura choisi pour lui. Et ensuite, il va réaliser une série d'actions. Et après chaque action, donc dans la vraie vie, évidemment, et après chaque action, on va lui poser des questions. Donc ça, c'est justement la phase réflexive qui va lui permettre de prendre de la hauteur, qui est un préalable au changement, en fait. Et à la fin de son parcours de défi, on va lui repasser son auto-positionnement, ce qui va lui permettre de voir sa progression dans la compétence. D'accord.
Comment vous vous assurez que l'apprenant va aller au bout de sa formation, ce qui est un des enjeux de toutes les formations digitales que l'on voit? Oui, alors c'est très difficile en fait en fonction de l'environnement de l'apprenant et du type de profil. On a différents types de populations en fait, donc notamment par exemple si ça va être un étudiant, donc là ça va faire partie de son cursus de formation, donc ce n'est pas du facultatif, donc il va être beaucoup plus D'accord. incité à aller jusqu'au bout. Il est obligé. Voilà, totalement. Et puis pour d'autres profils comme des managers, où là toutes ces compétences sont encore très récentes. Donc en général, c'est toujours assez facultatif ce type de dispositif. Donc là, nous on pousse plutôt pour rajouter un côté hybride et faire en sorte que il y a un accompagnement qui se fasse par un autre manager ou un formateur qui lui permette sur la durée de plus s'engager, ce qui permet d'avoir sorte de regard social sur ce qu'il fait. Tu nous as parlé d'un type de profil, mais je crois que vous en adressez d'autres, ou vous allez en adresser d'autres, et je crois que dans ces autres types d'applications, il y a ou il y aura les entreprises, les écoles et les organismes d'insertion. C'est bien ça, Stéphane? Oui, 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 tout à fait. Bon, on adresse déjà toutes ces cibles. On a des clients D'accord. et des utilisateurs dans tous ces domaines. Et les organismes d'insertion, là, ce sont plutôt des missions locales ou des organismes de formation qui forment des demandeurs d'emploi sur des métiers dits attention. D'accord, donc ça, c'est l'une de vos cibles, ces organismes de formation. Oui, tout à fait. Justement, pour répondre à notre mission, on ne s'adresse pas que aux entreprises, mais aussi à différents types de profils. Et alors justement, en fonction de ces cibles, comment vous allez composer ou créer ces formations? Parce que j'imagine qu'elles doivent s'adapter non seulement aux cibles, mais presque finalement à chacune des personnalités potentielles. C'est souvent un problème qu'on peut rencontrer quand on parle de soft skills. Comment vous en sortez là? Effectivement, Bonne question. non, c'est une très très bonne question et on s'adapte là aussi on essaye de s'améliorer régulièrement parce que on va dire d'un parcours assez figé, effectivement là on travaille beaucoup à spécialiser les parcours en fonction des métiers et effectivement aussi des publics. Pourquoi? Parce qu'en fait en fonction effectivement du public, son niveau d'autonomie va pas être le même et ses capacités du coup aussi à prendre du recul et surtout à contextualiser des actions qu'on va lui demander dans son propre contexte, dans son propre environnement, ses capacités vont être différentes en fait d'un individu à l'autre. Donc c'est pour ça qu'effectivement, sur par exemple des jeunes qui vont avoir plus de mal à se projeter, on essaye du coup maintenant de créer des parcours avec des consignes qui vont être plus précises, des mises en situation plus précises. Pareil pour cette notion d'autonomie en fait. Du coup, moins l'individu est autonome et plus il va avoir besoin d'accompagnement. Alors d'accompagnement initial pour se mettre en mouvement. Donc là, évidemment, je parle pas de profil de manager, mais plutôt de demandeurs d'emploi qui ont besoin de se réinsérer ou même de plus jeunes. Donc c'est pour les remettre en mouvement, les rassurer et comprendre aussi ce qu'on attend d'eux à travers ce type de dispositif qui est tout nouveau, donc qui demande de l'accompagnement au changement. Justement, ce qui est derrière pour adresser tout ça, c'est des algorithmes que vous avez créés. Ça va évoluer dans le futur, probablement, on peut imaginer, vers l'intelligence artificielle. Comment vous faites aujourd'hui et comment tu vois tout cet accompagnement au travers d'une plateforme digitale demain? Là encore, c'est une question très vaste. Enfin, très vaste, oui, je sais. Non, c'est intéressant sur la vision. Alors, les algorithmes, aujourd'hui, on fait des choses très, très simples parce qu'on a besoin de beaucoup de data et que, initialement, finalement, on se basait sur de l'hybridation aussi pour de l'accompagnement humain. C'est une solution à court terme qui est plus efficace. Donc, on est des gens très pragmatiques et on essaye du coup de choisir la simplicité et l'efficacité. D'accord. Mais effectivement, pour de la personnalisation à long terme, on mettra en place des algorithmes d'IA qui vont nous permettre, on va dire, de segmenter des profils et en fonction des segments de profils, d'adapter effectivement derrière de l'hybridation, d'adapter une pédagogie. C'est ça qui va être vraiment intéressant. Après, je dirais que sur la partie technique, pour moi, ce qui va être important dans les soft skills, ça va être justement cette hybridation et de faire en sorte qu'un individu puisse évoluer grâce à différentes méthodes pédagogiques. Donc, on a les actions de formation en situation de travail. Donc là, vraiment ce qu'on fait nous. Mais voilà, il y a aussi de l'échange de groupe qui est assez bien fait.
Il y a de l'immersion aussi, qui peut être aussi tout à fait utile dans certains cas. Donc ça va être en fonction de l'individu, lui faire avoir un parcours personnalisé qui lui permette d'avoir, à travers différentes pédagogies, d'évoluer petit à petit. D'accord, c'est super intéressant. Avant de terminer cet épisode, puisqu'on est presque au bout, j'avais une dernière question. Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais que peut-être que tu le développes un tout petit peu. Est-ce que dans la conception de vos parcours pédagogiques, vous faites appel aux neurosciences et comment ? Alors, question vaste aussi, je suis désolé. Non. Alors du coup, oui, Gérard, on fait appel aussi aux neurosciences sur la partie ingénierie de formation, c'est-à-dire que notre dispositif répond à des codes, je t'ai dit tout à l'heure, les piliers par exemple de la formation ou la méthode 70-20-10. Donc la formation globale est basée effectivement sur des neurosciences, et à l'intérieur de chaque parcours, ce qu'on essaye aussi, de façon plus micro, c'est de faire en sorte que un parcours sur une compétence respecte aussi certains éléments et certaines règles, ou plutôt bonnes pratiques de notre cognition. Notamment, on met assez peu de contenu, par exemple, et on y va progressivement, pareil, en termes de cognition, pour que d'abord l'individu prenne conscience de ses propres comportements ou d'une problématique comportementale, qui fasse ensuite finalement un débrief, une phase réflexive, et la partie ancrage n'arrive que après. D'accord. Je te remercie vraiment Stéphane pour cet épisode. Je trouve que Hello Elton, à titre personnel, a une vraie raison d'être, je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, effectivement, on peut plus développer seulement les compétences techniques, on les a avec les diplômes, mais il y a vraiment une notion, et peut-être encore plus maintenant post-Covid, une nécessité de s'adapter et à développer donc toute une série de compétences dont nous avons largement parlé au cours de cet épisode. Donc merci Stéphane pour toutes ces informations sur Hello Elton. Et puis, je voulais remercier nos auditeurs d'être allés au bout de cet épisode, qui est le 23e épisode de la série des podcasts Never Stop Learning. Encore un très grand merci, Stéphane, et à très bientôt. Merci à toi, Gérard, de m'avoir donné la parole. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.